Bonjour à tous, c'est Mel Watches et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet que tout amateur d'horlogerie finit par rencontrer, comment débuter une collection de montres sans faire n'importe quoi. Tu veux commencer une collection mais tu ne sais pas par où commencer. Tu veux éviter les erreurs de débutants, les achats impulsifs, les doublons et surtout les regrets. Moi aussi je suis passé par là, je vais vous montrer ma collection, vous raconter ce que j'ai appris et surtout vous donner les conseils que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé, parce que ça fait maintenant donc 5 ans que je collectionne, les montres. Donc c'est pas une, masterclass, hein, c'est du vécu, du concret, pour, que tu commences bien. Allez, c'est parti! Règle numéro 1, le budget. Première question que tu dois te poser, tu veux mettre combien? Tu n'as pas besoin de vendre un rein pour entrer dans l'horlogerie, mais il faut être clair avec toi-même dès le début. Tu vises quoi? Une belle pièce? Plusieurs modèles pas chers? Je vais te montrer un exemple. Moi, par exemple, j'ai commencé à acheter 3 ou 4 Seiko, donc en montant en gamme chez Seiko. J'ai acheté des modèles à 200, 300, 400, puis 600, 700 euros par exemple. Mais la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu préfères acheter 5 montres à 300, 400 euros ou tu préfères t'acheter une montre à 800, une montre à 1000 euros, une montre à 1500 euros. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment monter par palier. Après, si tu n'es pas sûr de toi, tu peux aussi bien commencer avec une montre automatique pas chère pour mettre un pied dans l'horlogerie. Et si ça te plaît vraiment par la suite, tu peux, en fonction de tes besoins, monter en gamme, bien évidemment. Et surtout, prévois aussi un budget pour l'entretien. Après ça, l'entretien, ce sera sur les montres automatiques où tu auras donc la révision de ton mouvement sur changer les huiles par exemple, l'étanchéité, ce genre de choses. Plus tu vas monter en gamme, plus la révision sera chère. Bien souvent, si je compare par exemple une Seiko avec une Omega ou une Rolex par exemple, la révision sera beaucoup plus chère sur une montre de luxe. Ça, il faut vraiment que tu sois au courant. Tu peux avoir une révision à 150-200 euros par exemple sur une Seiko et une révision à 600-800 euros pour une Omega ou une Rolex par exemple. Et ça, il faut vraiment prendre en considération lorsque tu achètes ta montre. Numéro 2, l'usage. Alors la chose que tu dois te demander, c'est tu veux une montre pour faire quoi? Pour aller travailler tous les jours? Pour aller au bureau si tu as un travail de bureau? À la salle de sport? Pour les occasions? Il faut vraiment que tu saches ce que tu vas faire avec ta montre. Pour voyager aussi, donc par exemple pour voyager, il te faudrait une montre GMT si tu pars à l'étranger. À la salle de sport, il te faudrait peut-être une G-Shock. Au bureau, tu peux mettre une Daily ou une Dress Watch. Pour une montre de tous les jours, ce sera une Daily par exemple. C'est tout ça qu'il faut que tu saches. Donc par rapport à tes besoins à toi, tu vas orienter et choisir le style de montre en fonction de ta vie et de tes activités et de tes besoins. Et surtout, si tu veux la garder à vie ou si tu penses la revendre, ta réponse va complètement changer ce que tu choisis, combien tu mets et l'attachement que tu vas avoir envers tes montres. Numéro 3, les styles. Autre piège classique, moi le premier, j'ai fait cette erreur, d'ailleurs je vais te montrer un exemple. Acheter 3 montres qui se ressemblent, par exemple, genre toutes noires, toutes en acier, toutes plongeuses. Tu vois ce que je veux dire? Là par exemple, admettons, j'ai acheté une Tudor Black V58, une Yema, donc les deux cadrans noirs, et là par exemple une Seiko, pas la même forme de boîtier parce que c'est une Turtle, donc pour tortue, dû à sa forme par rapport à la carapace. Et c'est un cadran bleu. Mais ça reste tout de même 3 plongeuses. Et si tu commences ta collection de montres et que tu achètes par exemple ces 3 montres là ou 3 autres plongeuses,
Et en plus de ça, 3 cadrans noirs ou même 2 cadrans noirs et une bleue, bah, je trouve ça un peu dommage quand même. À moins que tu sois sûr de toi et que tu n'aimes que les montres de ce type-là, donc que des plongeuses. Libre à toi vraiment de faire ce que tu veux. Encore une fois, tout le monde fait ce qu'il veut. Et donc si tu veux faire une collection après uniquement de plongeuses, bah, libre à toi de faire ceci, mais réfléchis bien aux conséquences derrière. Pas que tu te dises un jour, et bah, ah mince, j'aurais dû acheter une chrono, une dress watch, une tool watch, enfin tout ça quoi. Donc là par exemple en Daily Quartz vous avez la Casio F91W. Donc pour pas vous prendre la tête, donc c'est une montre que en gros vous risquez rien avec, hein, valeur sûre. Vous sortez, vous avez pas le temps de prendre une montre automatique et de la régler, bah vous prenez ça, valeur sûre, ça donne la date, ça donne l'heure forcément, ça donne le jour, ça a la fonction alarme, c'est une valeur sûre quoi. Si vous faites quelque chose même de physique, ou que vous travaillez dehors ou chez vous, des travaux, bah c'est une valeur sûre, voilà. Et après vous avez les plongeuses, donc là par exemple une Tudor Black B58. Donc qu'est-ce qu'une plongeuse? Donc c'est ce qui permet de plonger, donc là avec une étanchéité à 200 mètres, bah, tout simplement, bah, ça vous permet de plonger donc à la mer, tout ce qui est activité donc nautique, donc piscine etc. Mais moi personnellement j'évite hein, par rapport au chlore qu'il y a à la piscine. Mais sinon, si vous pouvez toujours prendre le risque hein, si vous voulez. Mais moi personnellement, j'éviterai. Mais à la mer, après, forcément, vous pouvez y aller. Mais vous pouvez aussi en porter une, même si vous n'allez pas à la mer, hein, forcément, hein, avec un t-shirt, avec une chemise, un sweat, avec n'importe quoi. Une plongeuse, c'est une valeur sûre. Et ça peut être considéré aussi comme une daily. Donc ensuite, nous allons prendre l'exemple de l'Omega Speedmaster pour une montre chronographe. Donc qu'est-ce qu'une montre chronographe? Bah, comme son nom l'indique, c'est pour avoir la fonction chrono et aussi avec le tachymètre. Hein. Donc pour chronométrer la vitesse. Et donc là par exemple, moi personnellement j'utilise l'Omega Speedmaster comme un peu une montre habillée. On peut pas vraiment trop la mettre au quotidien, ou alors du moins c'est risqué avec les 50 mètres d'étanchéité et la couronne non vissée. Moi personnellement je la mets par exemple quand je fais des magasins, quand je vais au restaurant, quand je suis invité voir de la famille, ce genre de choses hein, pour pas l'abîmer. Et pour moi c'est vraiment une belle montre qui me rappelle le côté historique. Et moi je la porte dans ces circonstances là. Donc ensuite par exemple, donc on a l'exemple de la Tissot PRX qui serait pour moi une espèce de daily watch sport chic et en même temps rétro avec son cadran tapisserie et son bracelet intégré. Je pense que ça en fait un allié parfait pour le quotidien. Son étanchéité à 100 mètres. Moi je pense que c'est une bonne daily. Et ensuite on aurait la GMT, donc la Serica 8315 hein, pour cet exemple. Donc qu'est-ce qu'une GMT? Ce serait par exemple pour une montre de voyage. Par exemple vous êtes en Chine, donc vous vous mettez à l'horaire de la Chine et en deuxième fuseau horaire, donc en deuxième aiguille des heures, vous vous mettez à l'horaire de la France. Et donc quand vous regardez votre montre, vous avez l'heure de la Chine et l'heure de la France. Et donc par exemple, si vous voulez appeler quelqu'un qui habite en France, bah, vous vous dites ah bah tiens, il est telle heure en France. Ah bah mince, je peux pas appeler cette personne parce qu'elle dort par exemple. Et bah, ça peut être toujours utile d'avoir un œil sur un deuxième fuseau horaire lorsque vous êtes en communication avec quelqu'un d'un autre pays. Voilà. Donc ça c'est la base donc de la montre GMT.
Bien évidemment, on pourrait parler de montres style militaire aussi, par exemple, comme la Milton Khaki Field, hein. Bon, là, par exemple, moi, c'est la Khaki Field King, donc elle est un peu moins militaire et tool watch que la version de base, donc qui est la Hamilton Khaki Field tout court, puisque celle-ci possède 100 mètres d'étanchéité alors que la version King seulement 50 mètres. Mais c'était pour vous illustrer un autre type de montre. Et bien sûr les montres de style aéronautique, d'aviation, comme par exemple la Radial Atmos, donc, qui est une montre de type aviation. Donc, généralement ce sont des montres avec un cadran plutôt très lisible. Donc là on le voit aussi parfaitement, hein, elle est très lisible, avec aussi l'aiguille des secondes qui est jaune. Donc, on a vraiment l'impression que c'est un radar comme en aviation. Donc ça reflète parfaitement l'esprit sur ce modèle par exemple. Conseil numéro 4, essaie-les. Alors oui, ça peut paraître bête, mais surtout essaie tes montres avant d'acheter, ou va tester un modèle similaire en boutique, hein, si celui-ci n'est pas disponible. Parce que 42 mm par exemple sur papier, c'est pas pareil que 42 sur ton poignet. Là par exemple pour la Spin Master c'est un 42. Je vous fais voir en vidéo un essai. Alors j'ai un poignet de 16,5. On va dire que le 42 ça va, ça passe pour la Spin Master, mais honnêtement moi je ne pourrais pas mettre plus gros. Ce serait vraiment trop gros, sinon on aurait vraiment l'impression que j'ai un Big Ben sur le poignet, hein, surtout quand tu as un poignet fin comme le mien. Et en l'occurrence si tu as un plus gros poignet, des fois une montre plus petite ça va être vraiment trop rikiki. Donc d'où l'importance d'essayer. Là par exemple pour la Black Bay 58 c'est un 39 mm, hein. Donc pareil, hein, donc forcément ça passe assez bien, hein, même par rapport aux cornes à cornes. Vérifie aussi la longueur des cornes par rapport à ton poignet, parce que donc tu peux avoir une montre de 37 mm de diamètre au niveau du boîtier, mais que les cornes soient hyper longues et que du coup celle-ci n'aille pas forcément sur ton poignet. Je pense par exemple en exemple de tête Nomos, ils font par exemple la Nomos Pneumatique pétrole par exemple en 37 mm qui a des cornes très très longues. Et du coup, même si elle fait 37 mm, méfie-toi au niveau de la longueur des cornes. Donc ici, on a un exemple d'un boîtier de 37 mm, hein, pour cette Grand Seiko. Et forcément, pour une montre daily et en même temps un peu montre habillée, c'est vraiment excellent, que ce soit au niveau des cornes et du diamètre du boîtier. Donc voilà. Après si tu as un coup de cœur sur une montre en photo, ça se peut que en réalité la montre ne te plaise pas, hein. Chose aussi à voir, hein, à vérifier si tu peux l'essayer, hein. Je sais que parfois selon où on se situe et la disponibilité des stocks, on ne peut pas forcément essayer la montre que l'on convoite ou que l'on a vu sur le net, mais il faut vraiment essayer par rapport à la taille de ton poignet, c'est très très important. Tu me diras merci. Je vais aussi te montrer en exemple, si tu flashes sur un modèle de montre et qu'il existe deux tailles différentes au niveau du boîtier, et forcément des cornes à cornes. Là par exemple sur la Tissot, donc à gauche, cadran vert, on a la Tissot Périsque de 40 mm, et à droite, donc celle-ci, en bleu glacier, on l'a en 35 mm. Donc c'est important d'essayer les deux tailles et de voir quel gabarit tu préfères afin de ne pas te tromper de dimension. Donc là, après, question de goût, mais là on peut voir par exemple que sur mon poignet, la 35 mm est
beaucoup plus harmonieuse hein, au niveau du poignet que la 40 mm qui fait vraiment grossière, je trouve, par rapport à la taille de mon poignet. Conseil numéro 5, comprendre les mouvements. Alors quand on débute, on pense souvent qu'une montre c'est juste une montre, mais en réalité ce qui se cache à l'intérieur change tout. Ça s'appelle le mouvement et il y en a principalement 3 types. Alors pour le type numéro 1 dans cet exemple que je vais te montrer avec la Grand Seiko, c'est le quartz. Donc c'est simple, fiable et pas cher entre guillemets. Le quartz c'est le plus courant, une pile, un petit moteur et une précision redoutable, bien plus précis qu'un mouvement automatique, mécanique. Tu n'as rien à faire, tu changes la pile tous les 2, tous les 3 ans, tous les 5 ans, tout dépend du fabricant et du mouvement à l'intérieur. Et ça tourne très très bien hein, pour les montres que tu veux porter sans te prendre la tête. Elle est toujours réglée. Le seul truc que tu auras changé, c'est quand il y aura un décalage horaire et la date. Mais certains puristes diront ce n'est pas vraiment de l'horlogerie parce qu'il n'y a pas de mécanique dedans. Moi je dis tout dépend de ce que tu recherches. Là par exemple pour cette Grand Seiko, c'est un mouvement à quartz, donc avec une pile, mais une batterie et un mouvement assemblé par des horlogers japonais et c'est propre à Grand Seiko ce mouvement donc qui est le 9F62. C'est un très beau mouvement et de plus donc c'est un mouvement manufacture, donc c'est très très bien, c'est vraiment le haut de gamme, c'est quasiment ce qui se fait de mieux en mouvement quartz. Mouvement numéro 2, le mouvement automatique, le cœur mécanique. Là, on rentre dans le vif du sujet. Le mouvement automatique, c'est un mécanisme mécanique, mais avec un rotor qui recharge ta montre quand tu bouges le poignet. En gros, pas besoin de pile, c'est ton énergie qui l'alimente. C'est vivant, c'est beau à regarder à travers un fond transparent et ça donne un vrai lien entre toi et ta montre. Mais attention, si tu la poses trop longtemps, elle s'arrête et il faudra la remettre à l'heure et la remonter manuellement avec la couronne tout simplement. Et il faut savoir donc qu'il existe plusieurs types de mouvements et par exemple là les mouvements automatiques, donc il y aura souvent des révisions à faire et il faut savoir que sur des mouvements, donc là par exemple sur la Black B58, les mouvements type manufacture, bah, ce sera toujours plus cher à entretenir, à réviser. Et ça, c'est vraiment une chose que tu dois savoir avant d'acheter. Voilà. Mouvement numéro 3, le remontage manuel, la poésie du geste. Enfin, il y a le mouvement mécanique à remontage manuel. Là, c'est à toi de tourner la couronne tous les jours ou tous les 2 jours pour lui donner vie. C'est moins pratique, mais ultra symbolique. Un rituel, tu prends 15 secondes chaque matin pour remonter ta montre comme on remonte le temps. Là par exemple sur ces Speedmaster 3861, donc c'est un mouvement chronographe mécanique à remontage manuel. 50 heures de réserve de marche certes, mais lorsque tu la portes, donc tu la remontes, mais comme il n'y a pas de rotor, et bah du coup la montre ne se recharge pas quand tu la portes et que tu fais des mouvements de poignet. D'où le fait que ce soit une montre à remontage manuel. Tu dois remonter manuellement systématiquement, même si tu la portes tous les jours, et bah tu dois tourner la couronne afin de remonter le mouvement pour qu'il continue de fonctionner. Donc là par exemple pendant 50 heures sur ce modèle. Voilà. Et toi, tu choisis lequel parmi ces 3 mouvements? Dis-moi dans les commentaires. Conseil numéro 6, achète avec le cœur. Et oui, surtout achète une montre qui te parle à toi, pas aux autres, pas pour la frime ni pour les likes. Achète une montre qui te rappelle un moment, une émotion, un style de vie. Exemple perso, si j'avais une montre vintage que personne ne regarde, bah moi elle me rappelle un voyage avec mon père par exemple. Elle a plus de valeur pour moi que n'importe quel Rolex. Voilà par exemple ce qui résumerait une émotion, un moment particulier avec une montre. Donc après ça se pourrait que tu aies un attachement envers une marque prérequis,
mais choisis une montre vraiment qui t'inspire, qui te crée une émotion et qui te rappelle quelque chose. Ça, pour moi, c'est toute la beauté de l'horlogerie. Voilà, c'est un petit point qui dure pas longtemps, mais je devais t'en parler, il fallait que tu le saches. Voilà. Numéro 7, bonus, ce que j'aurais aimé savoir. Alors oui, si je pouvais parler à moi d'il y a 5 ans, je lui dirais ça. Alors numéro 1, tu n'as pas besoin de tout avoir maintenant. Et oui, sache que tu as le temps de collectionner et que ce n'est pas une course à celui qui aura le plus de montres, la plus chère ou la plus belle. Non, prends ton temps, tu as tout ton temps pour acheter et choisir ta montre. Numéro 2, tu peux aimer une montre sans l'acheter. Alors oui, tu peux aimer une montre sans l'acheter, hein. Par exemple, une montre que tu ne pourras pas t'offrir parce qu'elle est trop chère ou alors parce qu'elle est inaccessible, hein, tout simplement. Mais tu peux très bien l'aimer et te documenter dessus. Ça, tu peux faire ça. Numéro 3, les goûts évoluent. Et oui, laisse-toi le droit de changer, les goûts évoluent. Tu peux acheter une montre au début, te dire « Ah bah celle-ci, je l'aime beaucoup ». Et au bout d'un an, ou même 6 mois, ou même 3 mois, ou même 1 mois, peu importe, te dire « Ah bah c'est plus du tout dans mes goûts, ah bah celle-ci, bah je la veux plus, je vais la vendre et je vais en reprendre une autre ». Bah ça c'est possible, hein, c'est malheureusement, les goûts ils évoluent, mais c'est possible, mais franchement réfléchis quand même avant d'acheter. Après il n'y a pas d'erreur en soi, mais tu peux peut-être avoir des regrets. Après la question c'est réfléchis vraiment, est-ce que tu veux vraiment cette montre, est-ce que c'est un coup de cœur, est-ce que c'est une montre que tu vas juste revendre ou que tu vas garder toute ta vie et que tu vas transmettre. C'est surtout ça la question que tu dois te poser. Et du coup numéro 4, bah, fais-toi plaisir, sans te prendre la tête quoi, mais en réfléchissant et en pensant à tout ce que je t'ai dit depuis le début de la vidéo. Voilà. Donc c'est-à-dire être sûr de toi, est-ce que ne pas avoir de copies de montres qui se ressemblent, avoir à peu près tous les mouvements, toutes les couleurs de cadran, toutes les marques. Pour moi, en gros, ça, c'est la collection ultime. Avoir de la variété, avoir plusieurs coloris de cadran, de marques différentes. En fait, tout ça, c'est ce qui fait la beauté de l'horlogerie, que tout est divers. Chaque collection est différente parce que tout simplement, tout homme, toute personne est différente. Et du coup, c'est ça qui est unique. Et du coup, fais-toi kiffer si tu vois une montre et que tu l'aimes bien, même si c'est pas spécialement, on va dire, la montre que tout le monde achète, et justement, prends-la. Tu t'en fous du regard des autres, t'achètes une montre pour toi, et donc pas pour plaire aux autres. Ça, c'est surtout l'essentiel. Il faut vraiment qu'elle te plaise. Voilà. Parce que le plaisir horloger, c'est pas une vitrine remplie, hein. C'est un matin où tu regardes ta montre et tu te dis « Putain, je l'aime trop, celle-là, j'ai bien fait de l'acheter. Je l'aurai encore dans 30 ans, dans 40 ans. Et je serai content de raconter l'histoire que j'ai vécue avec à mon petit-fils ou quelque chose comme ça, ou à ton fils. Et tu pourras lui transmettre. » Tu vois, c'est ça en fait la beauté de l'horlogerie pour moi. On arrive enfin à la conclusion, au résumé. Alors voilà, débuter une collection de montres, ce n'est pas juste acheter un objet qui donne l'heure, c'est une démarche, un chemin. Tu vas passer par des hésitations, des envies, des erreurs aussi, et c'est normal, c'est même ça qui construit ta vision. Ce qu'il faut retenir, c'est que ta collection doit te ressembler. Prends le temps de réfléchir à ton budget, pense à l'usage au quotidien, varie les styles comme tu varies tes humeurs, essaie les montres, teste-les sur ton poignet, intéresse-toi au mouvement parce qu'une montre ce n'est pas juste une apparence, et surtout choisis avec le cœur. Pas pour les likes, pas pour le regard des autres, mais parce que cette montre ce jour-là, elle t'a parlé. Peut-être que tu la garderas toute ta vie,
Peut-être qu'un jour tu la transmettras, et ce jour-là, ce ne sera plus juste une montre, ce sera une histoire. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et me dire en commentaire quelle est la montre de tes rêves. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos passion autour de l'horlogerie et de tout ce qu'elle peut nous faire ressentir. Alors à bientôt les passionnés, passez un bon week-end, une bonne semaine, une bonne journée, enfin peu importe quand vous regardez la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, soyez à l'heure. Ciao tout le monde!